Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour un nouvel Horizon UX. Pour me présenter rapidement, pour ceux qui n'auraient pas vu la conférence du coup, je suis Chloé Béguin. Moi, je travaille pour faire en sorte que tous les utilisateurs, y compris les utilisateurs en situation de handicap, mais pas que, se sentent bien avec les outils numériques et qu'ils puissent accéder, contribuer à l'ensemble des outils numériques. Donc moi, je suis spécialisée effectivement en accessibilité numérique et en qualité web, avec une très très forte appétence pour tout ce qui va concerner l'UX design. Et donc, je propose des prestations en indépendante de formation pour les étudiants, mais aussi pour les professionnels en poste, et de conseils sur ces différents domaines. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, avec le hashtag, tout simplement en nommant @ChloéVéguin. Voilà. Comment ça va se passer cet après-midi? Donc, dans un premier temps, je vais très rapidement faire quelques rappels pour qu'on s'assure de tous être sur la même longueur d'onde. Je vais juste commencer par enlever les petites vignettes sur le côté et afficher plutôt le chat. Ce sera beaucoup plus utile pour discuter avec vous. L'après-midi, ça se veut vraiment, l'heure qu'on va passer ensemble, là, se veut vraiment la plus interactive possible. Donc surtout, vous allez voir, je vais vous demander de contribuer, de participer. Et c'est vraiment l'objectif que ce soit sous la forme d'une discussion. Donc, effectivement, je vais commencer par quelques petits rappels pour qu'on s'assure d'être tous sur la même longueur d'onde sur qu'est-ce que l'accessibilité, qu'est-ce que le design inclusif. Mais après, ce sera vraiment, vous allez voir, je vais vous poser pas mal de questions. Et l'objectif est qu'on trouve des solutions ensemble. Moi, j'en ai quelques-unes, mais ce ne sont que des pistes, donc toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc, on commence par effectivement quelques rappels sur qu'est-ce que l'inclusion, qu'est-ce que l'accessibilité numérique. Donc déjà, un premier point extrêmement important, et je me rends compte que mes slides ne s'affichent pas totalement. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Donc, qu'est-ce que la déficience, qu'est-ce que le handicap? C'est extrêmement important de le comprendre quand on parle d'accessibilité et quand on parle d'inclusion plus globalement. Donc, la déficience ne fait pas le handicap. On a différents types de déficiences, que ce soit des déficiences sensorielles comme la cécité, la surdité, etc. Des déficiences cognitives, ça va être tout ce qui est déficience mentale notamment, et des déficiences motrices comme tout ce qui va être tétraplégie, ne pas pouvoir utiliser un bras, une jambe, avoir des tremblements par exemple, ce genre de choses. Le handicap est en revanche la perte ou la restriction des possibilités de participer à la vie de la collectivité à égalité avec les autres. Ce qui veut dire qu'il y a une interaction entre des facteurs individuels que sont les déficiences et l'environnement des personnes qui créent le handicap. C'est pour ça qu'on parle de situation de handicap, parce que finalement, on n'est pas toujours en situation de handicap, même si on a toujours une déficience. Je vous laisserai regarder la vidéo, effectivement, comme ça a été dit au début, puisque tout ça, je l'explique beaucoup plus en détail. Là, très volontairement, pour passer rapidement à la suite, à ce qui nous intéresse, le design system, je passe volontairement. Quelques rappels de chiffres quand même. En France, il y a donc 13 millions de personnes qui sont en situation de handicap, ce qui représente à peu près 20% de la population française au total. On a également, ça monte à 26 millions de Français si l'on prend en compte tout ce qu'on va appeler le handicap temporaire. Notamment quand vous avez une opération, quand vous avez un accident. Par exemple, Noémie en fait les frais aujourd'hui, après avoir fait un peu de tour de sport, apparemment. Voilà, c'est tout un tas de situations qui, comme ça, temporairement, fait qu'on va être un petit peu en situation de handicap et qu'on va potentiellement avoir des difficultés, notamment des difficultés à utiliser les outils numériques. Également, un chiffre important est qu'un Français sur 3 aura plus de 60 ans en 2035. Ce qui veut dire qu'un tiers de la population aura plus de 60 ans en 2035.
On sait qu'avec le vieillissement, malheureusement, on peut avoir des difficultés pour lire, pour entendre, des tremblements qui apparaissent, comme la maladie de Parkinson ou ce genre de choses. Voilà, il y a tout un tas de choses qui, malheureusement, ont tendance à un petit peu se dégrader avec l'âge. Et c'est important de le savoir parce que ça va forcément avoir un impact, nous, sur nos futures conceptions et même sur nos conceptions actuelles, puisque nos utilisateurs qui ont actuellement 40, 45, 50 ans, d'ici 15 ans, auront plus de 60 ans. Donc voilà, c'est important de les prendre en compte pour bien comprendre que ces personnes-là, elles ne vont pas arrêter d'utiliser nos outils, elles ne vont pas arrêter d'utiliser le numérique, c'est quelque chose qu'elles connaissent déjà, donc elles vont vouloir continuer à les utiliser, elles vont vouloir continuer à acheter en ligne, elles vont vouloir continuer à utiliser l'appli de leur banque, etc., etc. Donc il n'y a pas de raison que dans 15 ans, elles arrêtent. Voilà, donc c'est important de bien avoir conscience de ça. Le handicap dans le monde. Donc, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime le nombre de personnes souffrant d'un handicap à 1 personne sur 7. Et il faut savoir qu'à peu près 85% des handicaps sont invisibles. Typiquement, on ne voit pas, on ne détecte pas de l'extérieur qu'une personne est daltonienne ou qu'une personne est dyslexique, par exemple. On ne détecte pas forcément qu'une personne est dans une situation de longue maladie. Donc, tout ça, il faut bien se dire que ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ce n'est pas présent et qu'il ne faut pas, nous, qu'on fasse en sorte que nos outils soient adaptés pour ces personnes. Un petit résumé en chiffres pour les différents types de handicap. Donc, on a 2,3 millions de personnes qui ont une déficience motrice. On a 5,2 millions de personnes qui ont des déficiences auditives, 1,7 million des déficiences visuelles et 0,7 million des déficiences intellectuelles. Donc voilà, ça c'est pour le petit résumé de qu'est-ce que le handicap. Et donc dans le numérique, alors je vais vraiment essayer de pousser ça m'agace énormément. Hop. Voilà. Qu'est-ce que l'accessibilité numérique? Donc l'accessibilité du web, là plus spécifiquement, signifie que les personnes handicapées peuvent utiliser le web. Plus précisément, qu'elles peuvent effectivement percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec le web, et qu'elles peuvent également contribuer au web. C'est pas seulement aller consulter des choses. On sait que, par exemple, sur les réseaux sociaux, tout le monde contribue. Donc, les personnes en situation de handicap doivent aussi pouvoir contribuer. L'accessibilité du web bénéficie aussi à d'autres, notamment les personnes âgées, dont la capacité change avec l'âge. Ça, c'est la définition de l'accessibilité numérique qu'a donnée la WAI, donc Web Accessibility Initiative, dès 1997. Donc, cette définition-là, cette citation-là, elle est importante pour se rendre bien compte que l'accessibilité du web, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, ce n'est pas quelque chose que l'on découvre aujourd'hui. C'est vraiment, dès les débuts du web, on s'est rendu compte de cette nécessité-là que de rendre accessibles les outils numériques. Donc, l'accessibilité numérique est donc de permettre à tous, en toute autonomie, de percevoir, comprendre, naviguer et interagir et de contribuer sur le web. Pour ça, on a des normes qui sont des normes internationales avec des déclinaisons nationales. Donc, la norme internationale, ce sont les WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, qui est donc un ensemble de recommandations pour faire des contenus numériques accessibles. Et en France, donc, on a son pendant qui est le RG2A, donc le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, qui contient 106 critères et 335 tests, et qui sert donc à vérifier la conformité au WCAG, et qui sert notamment au niveau légal quand on vérifie qu'un site est accessible ou pas par rapport à la loi française, on se sert du RG2A pour savoir ça. Il faut bien comprendre que toute l'équipe est concernée, ce n'est donc pas un expert seul qui va porter l'accessibilité. On voit là qu'on a à peu près 14% des critères d'accessibilité qui concernent les designers UX et UI.
22% qui concernent toute la production de contenu, et j'ai une faute de frappe, désolée, je vais corriger ça, et 64% qui concernent les développeurs front. Je vous ai remis ici quelques chiffres des principales erreurs d'accessibilité qu'on retrouve sur les principaux sites, sur les principales pages d'accueil des principaux sites. Donc, on voit que la première erreur concerne notamment des contrastes insuffisants. Donc ça nous concerne nous directement en tant que UX et UI designer. Ensuite vient l'oubli de l'alternative aux images. Tout simplement, c'est le fait de dire, eh bien, telle image, elle contient tel contenu, et donc de restituer ce contenu à l'utilisateur, par exemple aux utilisateurs qui seraient avec une synthèse vocale, donc qui écouteraient la page. Des oublis de labels, des boutons qui ne sont pas bien faits, etc., etc. Vous avez là également un peu plus de détails concernant l'évolution entre février 2019 et février 2020. Et malheureusement, on constate que les erreurs perdurent entre ces 2 années et que même il y en a certaines qu'on retrouve beaucoup plus qu'avant. Les personnes en situation de handicap, mais pas seulement. Quand on parle d'inclusion, effectivement, les premières personnes auxquelles on pense, ce sont les personnes en situation de handicap et donc à l'accessibilité. Mais il faut bien avoir conscience que l'inclusion, ce n'est pas seulement penser aux personnes en situation de handicap. Moi, oui, Timothée, non. Il y a une personne qui a son micro d'ouvert. Ah, pardon, excusez-moi. Pas de souci. Donc, quelques chiffres. 13% des Français ne possèdent pas de connexion à Internet chez eux. Ce qui veut dire que 13% des Français ne peuvent pas utiliser l'outil numérique chez eux. 12% des Français ne sont jamais connectés à Internet. 19% d'abandonnistes. Alors, les abandonnistes, ce sont des personnes qui ont renoncé à faire des démarches, notamment des démarches administratives, parce qu'il fallait utiliser le web. Et enfin, 40% de la population n'est pas autonome avec le numérique. Ce qui veut dire que potentiellement 40% de la population a besoin de demander de l'aide à d'autres personnes pour utiliser l'outil numérique. Donc, qui sont ces personnes qui sont exclues de l'outil numérique? C'est notamment les seniors. Comme on l'a dit, l'âge aidant, malheureusement, il peut y avoir différentes difficultés qui vont avec. Mais on a aussi très souvent, tout simplement, ce sont des personnes qui ne sont pas habituées et donc ne savent pas utiliser ces outils numériques. On a aussi les digital natives. Eux sont très adeptes de tout ce qui va être réseaux sociaux, mais par contre, dès qu'il va falloir faire des démarches administratives, par exemple, ça va être très compliqué. Et donc, ils font partie notamment de ces 19% d'abandonnistes dont je parlais à l'instant. Les familles monoparentales qui n'ont tout simplement pas forcément le temps et donc qui ont besoin de demander de l'aide et donc qui ne sont pas autonomes, qui ont besoin de demander de l'aide pour utiliser les outils numériques. Les personnes en zone rurale, forcément, tout ce qui est zone blanche. Les usages des applications métiers qui sont très complexes, souvent. Si vous avez déjà travaillé dans des grosses entreprises, vous l'avez peut-être déjà remarqué. Parfois, les outils métiers peuvent être extrêmement compliqués à prendre en main. Mais aussi, on va avoir toutes les personnes évidemment réfugiées et étrangères qui ont évidemment des difficultés avec la langue française et toutes les personnes non caucasiennes, mais également, puisque malheureusement, on retrouve des problématiques liées notamment au racisme sur les outils numériques et notamment sur le web. Et évidemment aussi tout ce qui va concerner l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est un problème de société, c'est donc un problème que l'on retrouve sur les outils numériques. Donc, comment intégrer maintenant l'inclusion dans nos design systems? On arrive au cœur de notre sujet. Donc là, vous allez voir, ça va prendre cette forme-là à chaque fois.
je vais vous poser des questions. Et là, l'objectif, donc c'est le moment où vous avez le droit d'ouvrir vos micros ou de taper dans le chat. Puisque voilà, le fonctionnement, c'est je vous pose des questions et on essaie d'y répondre tous ensemble. C'est donc l'idée d'une table ronde. Une première remarque qu'on peut avoir, c'est je ne vois pas pourquoi intégrer l'accessibilité à mon design system si je le fais ensuite dans toute ma conception. Donc là, on va prendre 10 petites minutes pour répondre à la question. D'après vous, quels sont les bénéfices d'intégrer l'accessibilité dans les design systems? Est-ce que vous avez des idées? Pourquoi est-ce que ça vous semblerait important de l'intégrer dès le design system? C'est à vous. Pour éviter d'avoir à faire des composants, ou plutôt à les refaire par la suite s'ils étaient mal calibrés dès le début. Ouais, complètement. D'autres idées? Alors dans le chat, on a Lucas qui nous dit un gain de temps énorme. Alors du coup, pourquoi un gain de temps d'après vous? Ben, ça rejoint un peu ce que Guillaume a dit, c'est on a nos composants directement et on n'a pas besoin de les refaire, de les re-rendre accessibles. Donc ça, si tout est fait déjà en amont, c'est qu'il n'y a plus rien d'autre à faire à côté, quoi. Donc c'est pour ça le gain de temps que j'ai mentionné. Ok, très bien. Moi, je pense. D'autres idées? Et puis, pardon. Vas-y, Lucas. Ah non, c'était Thomas, mais en fait, c'est un peu ce qui avait été dit ce matin, c'est pour pas avoir à faire le travail deux fois et se rendre compte que ce qu'on a fait n'était pas accessible. Ouais, super. Et juste pour développer, habituellement, le design system, on fait parce qu'on n'a pas qu'une seule logiciel au site web, c'est parce qu'on on se projette à l'avenir pour développer ou créer un autre produit. Et donc, du coup, même si le produit actuel n'est pas destiné aux personnes qui sont pas notre persona aujourd'hui, mais peut-être dans 2-3 ans, il y aura les autres produits qui vont toucher plus les personnes handicapées aux personnes avec accessibilité réduite. Et du coup, notre design system, ça va fonctionner bien parce qu'on a déjà intégré dès le départ ces fonctionnalités. Ouais. Super. Plein de bonnes idées. Donc effectivement, alors je précise que du coup la présentation que j'ai faite pourrait très bien être étayée avec tous vos retours. Du coup, j'ai pas la science infuse. Moi, c'est voilà, ce qui est dans les séries, c'est ma vision. Mais donc voilà, c'est juste pour préciser que ça pourrait très bien être complété. Donc effectivement, moi, ce que j'ai noté, c'est donc premier bénéfice, c'est le fait de prendre le sujet, comme vous l'avez dit, dès le début et donc d'éviter les correctifs. Éviter les correctifs, ça fait qu'on potentiellement on a des réductions sur les coûts de correction. Ça, c'est valable effectivement pour tous les sujets, hein, qu'on parle d'accessibilité, qu'on parle d'inclusion, qu'on parle d'éco-conception, qu'on parle d'éthique, comme vous le verrez tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment valable pour tous les sujets, mais effectivement, c'est un point extrêmement important. Le coût lié au correctif dans les projets est souvent exorbitant. Donc, voilà, ça permet déjà d'éviter ça. Également, de garantir, comme vous l'avez dit, un déploiement à grande échelle sur l'ensemble des projets et également d'empêcher les mauvaises pratiques de se propager dans les expériences numériques de l'organisation. Malheureusement, on le voit souvent, on aime bien réutiliser ce qu'on a déjà produit, mais quand on réutilise ce qu'on a déjà produit, ça veut dire que potentiellement, on reduplique également des erreurs, on reduplique potentiellement des mauvaises pratiques dans notre conception. Donc, ce design system, finalement, c'est une bonne base pour s'assurer de déployer vraiment les composants avec les bonnes pratiques, avec les règles d'accessibilité. Un autre point va être de resensibiliser et de reformer les équipes sur ces sujets de l'accessibilité et de l'inclusion. C'est important que les équipes soient formées vraiment dès le départ. C'est pour ça que pour ceux qui ont déjà assisté à mes cours ou
à mes conférences, j'insiste énormément sur le fait qu'il est indispensable de se former le plus tôt possible, notamment à l'accessibilité, parce que dès qu'on est formé tôt, on prend les bons réflexes. Sauf que eh bien, ces bons réflexes, malheureusement, avec le temps, on peut un petit peu les oublier. Donc, le fait que ce soit intégré directement dans nos outils, et donc directement notamment à nos design systems, ça permet finalement de se remémorer, de se redire « Ah oui, c'est vrai, en accessibilité, on fait ça comme ça parce que… » Voilà, parce qu'il y a toujours une bonne raison de faire les choses, surtout en accessibilité. Donc voilà, ça permet vraiment de bien se le remémorer, et ce, très régulièrement. Ça fait un espèce de pense-bête. Adopter également une vision commune autour de l'inclusion qui va être portée par tous et toutes. C'est compliqué de mettre en place une démarche d'accessibilité et une démarche d'inclusion quand c'est porté que par une seule personne dans l'organisation, dans l'entreprise. Pourquoi c'est compliqué? Parce que ça demande beaucoup d'énergie, et donc quand on est seul, on n'a pas forcément toujours cette énergie. C'est de l'acculturation, excusez-moi, il était dur. Et l'acculturation, c'est compliqué à faire quand on est seul. Donc, c'est bien que ce soit porté par plusieurs personnes, et plus c'est porté par un grand nombre de personnes, et bien plus cette sensibilisation va être finalement efficace. Également, guider plus naturellement les équipes vers cette démarche. Si c'est dans le design system, ça veut dire que ça fait partie de la culture d'entreprise. Ça veut dire que toutes les équipes finalement vont s'y plier, entre guillemets, ou en tout cas vont prendre le sujet à bras le corps, et ce tout au long des projets. Deuxième remarque qu'on peut avoir, je connais les grands principes d'inclusion et d'accessibilité, mais je ne sais pas par où commencer pour intégrer ces notions à mon design system. Du coup, d'après vous, à quoi devons-nous penser en tant qu'UX et UI designer? Excusez-moi, là, il y a une faute d'orthographe énormissime, juste ici. Je corrigerai mes slides avant de vous les envoyer. Donc, d'après vous, comment on peut faire pour intégrer l'accessibilité dans le design system en tant qu'UX et QI designer? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. C'est un peu, tu en as déjà parlé un peu avant dans la présentation, c'est tout ce qui est faire attention au contraste. Il y a beaucoup de points sur lesquels faire attention. Je ne sais pas si c'est l'objectif de la question, si c'est d'énumérer tous les points ou pas. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu d'énumérer tout ce sur quoi on va pouvoir agir en fait quand on crée le design system en tant que QX et UI designer. Ok, bon, moi je ne vais pas tous les dire parce que je les ai sûrement pas tous en tête déjà pour commencer. Mais c'est bien de se les remémorer déjà, donc pas de souci. Si on prend les bases, moi je partirais déjà sur les trucs qui sont très importants, c'est les couleurs, faire très attention au contraste, que ce soit background et texte devant. Aussi au niveau du texte, pas prendre un texte qui est illisible, faire attention aussi à la taille des textes et à l'alignement. Vous pouvez l'aider, les autres. Oui, je veux bien, avec grand plaisir. Peut-être éviter de mettre des icônes sans texte. Enfin, des icônes avec un texte en dessous pour donner la bonne signification. Mais je crois que je reconnais des noms. Il y en a certains que j'ai déjà eu en cours, non? Oui, les UX 17, tu nous as déjà eu en cours il y a quelques mois. Super. Le wording aussi, il est important à mon avis. Ouais, essaie de développer un petit peu plus. Il faut arriver à avoir des signifiants, enfin du texte qui signifie réellement ce que ça veut dire, qu'il ne soit pas forcément très compliqué ou trop compliqué en fonction de la cible allouée. On a par exemple aussi, dans le même ordre d'idée, tout ce qui est le FALC, facile à lire et à comprendre.
qui est une manière de rédiger les contenus qui simplifie en fait la compréhension. Et c'est tout à fait le genre de choses qu'on peut intégrer au design system, puisque effectivement, dans le design system, on va avoir tout un tas d'éléments qui vont concerner justement comment on rédige les contenus. Et donc, ça peut tout à fait en faire partie, du coup, le FALC. Oui. J'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup de services de l'État, et pas que d'ailleurs, hein, mais qui étaient rédigés de façon, enfin, il y a qu'à voir, assez compliqué pour les usagers lambda. Et, du coup, notre attention avait été tout indiquée de porter justement notre attention sur ces sujets d'écriture, en fait. Tout à fait. Et je rebondis d'ailleurs parce que c'est rigolo, on en a parlé lors de la préparation de ces tables rondes avec Pierre, Quentin, Noémie et Guillaume. Et effectivement, on parlait de quand vous recevez par exemple une contravention. Déjà de base, c'est pas un moment très agréable de recevoir une contravention. Mais en plus de ça, pour ceux qui en ont déjà reçu, on a, avant de savoir combien et à qui on doit payer cette contravention, on a tout un tas de jargon juridique qu'en fait, en tant qu'utilisateur, en tant qu'usager, concrètement, on ne sait pas forcément ce à quoi ça correspond. On est d'accord, nul ne doit ignorer la loi, mais pour autant, ce n'est pas toujours évident de savoir à quel texte de loi font référence les contraventions, etc. etc. Et c'est vrai qu'on peut mettre... en premier ouais, voilà. Et donc, ça ajoute en fait du stress, finalement, à l'usager, que de passer par tous ces jargons juridiques, etc., toutes ces tournures de phrases aussi, parce que le milieu du juridique a quelques tournures de phrases qu'on n'a pas forcément l'habitude, nous, de base, d'utiliser. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément simple à comprendre, pour le coup. Et l'information, finalement, première qu'on recherche, que sont quand est-ce que je dois payer, à qui je dois payer et combien je dois payer, ça, quand on reçoit la contravention, on l'a pas forcément facilement. Et il faut se dire qu'une personne qui va, par exemple, avoir une déficience cognitive ou une dyslexie, par exemple, ça va être extrêmement compliqué pour elle de lire tous ces contenus juridiques et donc de trouver l'information qui l'intéresse. Donc le facile à lire et à comprendre va justement dans ce sens-là, de facilement, rapidement donner les informations. D'autres idées dans les choses qu'on peut prendre en compte, du coup, en tant que UX et UI designer? Pour les personnes qui ont des déficiences motrices, peut-être avoir des boutons qui sont assez gros pour pouvoir cliquer dessus, notamment aussi en mobile, c'est super important. Ouais, complètement. Est-ce qu'il y a aussi le fait de s'adapter aux personnes qui ont des versions un peu plus anciennes? Enfin, je ne sais pas si ça rentre dedans ou pas, mais des personnes qui ne sont pas forcément des versions de logiciels assez récentes. Alors, ça vient dans l'inclusion globalement, ça ne fait pas partie des critères d'accessibilité pure. Mais effectivement, en termes d'inclusion, ça va être hyper important. Tu as tout à fait raison. De regarder un petit peu ce qui se passe chez nos utilisateurs. Typiquement, je me rappelle d'une présentation que j'avais vue du design system de la Maïf, où en fait, ils se sont rendus compte que toutes leurs équipes chez la Maïf étaient sur IE6. Effectivement, quand on voit que les personnes en interne, que les utilisateurs en interne vont tous être sur IE6, ça va être important dans le design system d'intégrer cette notion-là. Parce que, on le sait, hein, de base, tout n'est pas facilement transposable sur IE6. Enfin, en tout cas, tout n'est pas forcément... le rendu sur IE6 n'est pas toujours des meilleurs avec nos technologies récentes. Donc voilà, effectivement, c'est super important de bien connaître ses utilisateurs et de savoir dans quel environnement ils vont être. Ok, très très bonne remarque.
On a Maëva qui disait dans les commentaires de remplir la balise Alt pour les images. Ouais. Alors, ça va être effectivement, c'est quelque chose de super important dans les critères d'accessibilité. Surtout qu'on va avoir très certainement dans le design system, on va avoir tout un tas une banque d'images ou même, enfin, on va nous indiquer comment utiliser les images, etc. Donc, effectivement, on peut tout à fait, dans notre design system directement, si on a une banque d'images prédéfinie, lui donner directement son attribut alt et donc donner directement sa description. Ouais, c'est quelque chose qui est effectivement hyper important aussi. Mais là, du coup, ça va être une discussion qu'il va falloir avoir entre l'UX, l'UI designer, mais aussi les personnes qui sont en charge de la rédaction des contenus et les intégrateurs, les développeurs. Puisque, effectivement, ce n'est pas l'UI designer ou l'UX designer qui peut décider ça tout seul, mais il est évident que l'UX designer a son avis à donner là-dessus. Puisque, pour certains utilisateurs, ça fait partie intégrante de l'expérience au global. Donc, effectivement, tout simplement, vous l'avez dit, donc chaque composant doit être pensé accessible. Quand vous créez donc un design system, en tant qu'UX, UI designer, vous devez évidemment penser aux règles d'accessibilité relatives notamment au contraste, à l'utilisation des couleurs, aux typographies, à la navigation, aux vidéos et aux sons, mais également aux formulaires notamment. Pour ça, je vous invite à vous référer, ce sont des ressources que je vous ai déjà données, mais je vous les redonne parce que ce sont des très bonnes ressources, tout simplement. Vous avez évidemment le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, le RG2A, donc, sur lequel vous pouvez vous référer pour voir tous les critères d'accessibilité. Et vous avez également les notices Access Web qui, pour une première prise en main de l'accessibilité, je trouve sont pour le coup très accessibles et très simples à comprendre. Et donc, vous avez notamment une notice pour tout ce qui va concerner la conception ergonomique et graphique. Et donc, qui vous concerne vous en tant qu'UX directement, en tant qu'UX et QI. Troisième grande remarque qu'on peut avoir, qui va être « J'ai bien intégré les règles d'accessibilité à tous mes composants, sous-entendu dans mon design system, mais je ne suis pas certain et certaine que les équipes vont les appliquer. » Alors là, du coup, c'est d'après vous, comment on peut faire pour que les équipes de production s'approprient l'accessibilité avec le design system? Est-ce que vous avez des idées? Déjà, je dirais faire des workshops ou des interventions pour leur expliquer l'importance de l'accessibilité et les enjeux qu'il y a derrière, juste pour commencer par qu'ils aient la connaissance de ça. Tout à fait. La sensibilisation et la formation, on ne le redira jamais assez, c'est le premier pas, indispensable. Quel est le risque si on fait pas d'après vous, si on ne fait pas cette sensibilisation? Qu'ils n'en voient pas l'intérêt, du coup. Enfin, qu'ils ne comprennent pas et du coup, qu'ils ne voient pas l'intérêt derrière et les enjeux super importants qui se passent. Tout à fait, exactement. Et du coup, qu'ils ne mettent pas en pratique. Les enjeux, les impacts, c'est ça. Ouais. C'est ça, exactement. Et du coup, ils ne mettent pas en pratique et ils passent outre. Et donc, effectivement, c'est indispensable que les équipes comprennent pourquoi elles doivent mettre tout ça en place. D'autres idées, du coup? Est-ce qu'il ne faut pas un champion dans l'entreprise pour motiver les Un champion, qu'est-ce que tu veux dire par là, du coup? Un leader, c'est ça? Ouais, c'est un porteur de projet, mais qui est suffisamment haut placé pour insuffler finalement ce projet comme étant une guideline inéluctable de l'entreprise et qui va faire en sorte de rappeler à tout moment, par son poids hiérarchique autant que par son aura, si besoin, l'importance du sujet. Parfois, il y a des sujets qui sont importants, mais qui ne sont pas pris au sérieux parce qu'il n'y a pas
ce rappel hiérarchique, hein, tout bêtement. Ouais. Alors, je suis à la fois d'accord et moyennement d'accord. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut que ce soit porté pas juste par les équipes de production, il faut que ce soit porté par la hiérarchie, vraiment par tout le monde et que ça ait de la visibilité. Ça, je suis complètement d'accord. Par contre, le petit risque, si on demande à quelqu'un dans la hiérarchie de porter ce sujet-là, c'est que ce soit vu un petit peu comme une contrainte. Et donc que les gens y aillent un petit peu à reculons. Je le vois notamment, moi, dans certaines entreprises dans lesquelles je peux intervenir en tant que consultante en accessibilité externe, pour le coup. Malheureusement, très souvent, au tout début, quand j'arrive, je suis un petit peu vue comme le méchant flic, comme la personne qui vient rajouter de la contrainte. Et c'est vrai que c'est une posture qui est assez désagréable pour le coup, parce qu'on voit que malheureusement, quand les gens le prennent comme une contrainte, forcément, elles vont trouver tout un tas de raisons pour ne pas le faire, ou en tout cas pour mettre du temps à le faire, etc. etc. Donc voilà, la contrainte, c'est jamais une super solution. Par contre, je suis effectivement tout à fait d'accord, je le redis, sur le fait que c'est important que ce soit porté pas seulement par les équipes de production, pas seulement par des UX designers ou des UI designers qui seraient convaincus du sujet, par exemple, mais aussi par toute la hiérarchie, etc. C'est vraiment entre guillemets, un combat de l'ensemble. Voilà. C'est important que ce soit l'ensemble qui le porte. Quand vous intervenez, c'est à la demande d'équipe de designers ou à l'équipe, d'équipe dirigeante, ou les deux, ou comment ça... C'est principalement à la demande des équipes dirigeantes, notamment quand, en fait, très souvent, ça démarre par... il y a deux possibilités. Soit ça démarre par on a besoin d'être mis en conformité, et donc on a besoin d'un audit d'accessibilité, et ensuite de se mettre en conformité. Dans ce cas-là, on est vraiment dans une démarche de contrainte, puisqu'il faut se mettre en conformité avec la loi. Pour rappel, la loi, c'est tous les outils numériques doivent être accessibles courant juin 2021. Donc là, on est vraiment dans la contrainte. Donc il y a tout un travail, effectivement, d'aller leur montrer qu'au-delà de la contrainte légale, il y a aussi tout un tas de bénéfices. Et tous ces bénéfices, il faut les montrer à la fois aux équipes dirigeantes, mais aussi aux équipes de production. Et après, il peut y avoir une deuxième démarche qui vient effectivement des équipes directement, qui ont réussi à convaincre leur hiérarchie finalement, de leur dire, voilà, c'est vraiment important de prendre en compte l'accessibilité, mais nous, tout seuls, on ne sait pas le faire. Donc, on a besoin d'un accompagnement. Voilà. Merci. On a Benoît qui nous dit de faire une étape indépendante dans la conception et la réalisation des tâches, notamment dans une méthode agile. Est-ce que tu pourrais un tout petit peu développer, s'il te plaît, Benoît, ton idée, si tu as ton micro? Peut-être pas de micro. Moi, je voulais dire peut-être, est-ce qu'on ne pourrait pas leur faire percevoir des particularités de certains utilisateurs qui permettraient de les sensibiliser sur l'intérêt de... Complètement, ouais. L'un des principes de base de la sensibilisation, c'est effectivement de montrer comment on navigue avec une synthèse vocale, de montrer comment on perçoit les choses en tant que personne daltonienne, de montrer comment ça se passe quand on a des tremblements pour utiliser une souris, etc., etc. Ça, c'est vraiment une base de la sensibilisation. Présenter des témoignages et même mettre en situation. Il y a une ressource que je pourrais redonner qui permet justement de se mettre en situation et qui est très bien faite, notamment qui simule des tremblements, qui simule une situation de daltonisme, etc. Et c'est vrai que c'est un très bon outil. Pardon, j'ai pas ouvert mon micro. Oui, il y a Guigui qui nous dit, alors peut-être pour contextualiser peut-être
la question de Benoît, il disait de le mettre dans la définition of ready, Ouais. et donc vu en refinement et en atelier également. Complètement. Ouais, complètement. Hop. Et disons, le prendre comme une feature, une précision de la tâche. Alors, je suis pas sûre de bien comprendre, Benoît, mais du coup, je vais enchaîner sur ce que je pense que tu dis. Je ne suis pas certaine de le comprendre, mais si tu m'arrêtes si jamais je ne le comprends pas. En fait, effectivement, moi, ce que je vois, il va y avoir... j'envoie sur my slide, du coup. Il va y avoir plusieurs étapes. Effectivement, d'abord d'expliquer pourquoi l'inclusion et bien évidemment l'accessibilité sont essentielles, sensibiliser les équipes. Ça permet effectivement aux équipes de comprendre pourquoi c'est important de prendre en compte ces sujets-là. C'est un petit peu ce qu'on a dit. Intégrer, j'ai vu ça qui était fait et je trouvais ça vraiment pas mal, des affiches ou des cartes spécifiques pour l'accessibilité, toujours dans l'idée de sensibiliser les équipes. Typiquement, une affiche, une carte de en tant qu'utilisateur malvoyant, j'utilise mon Zoom et qu'est-ce que ça produit. Donc, toutes ces choses-là directement dans le design system, dans une partie un petit peu annexe, ça peut être intéressant effectivement de les mettre à disposition pour que les gens puissent aller se ressensibiliser aussi tout seuls, indépendamment des sensibilisations, des formations qu'on peut faire en amont. Également, donner accès à des outils et astuces pour mettre en place l'accessibilité. Je pense typiquement à des outils pour vérifier les contrastes de couleurs. On a des outils qui existent, donc autant les mettre à disposition directement. Par exemple, quand dans notre design system, on parle de l'utilisation des couleurs, eh bien, mettre à disposition également un outil pour vérifier les contrastes. Voilà, ça permet de vraiment directement, la personne comprend beaucoup plus facilement et la personne peut vraiment se l'approprier, ce critère d'accessibilité. Et ça lui permet aussi, évidemment, d'apprendre un petit peu plus, parce qu'on sait qu'on capitalise beaucoup mieux sur quelque chose que l'on connaît, que l'on a appris. Donner accès également à des outils d'audit. Ça permet aux équipes de vérifier par elles-mêmes leur travail. Si on explique comment vérifier les choses, les équipes peuvent directement le faire toutes seules, sans forcément avoir besoin de faire appel, par exemple, à une personne spécialisée en accessibilité. Oui, là, typiquement, je fais en sorte de ne pas vendre une de mes prestations. Je le précise, mais je préfère largement que ça se passe comme ça, que les équipes soient autonomes justement dans leur production, et éventuellement qu'on ait besoin de venir en renfort pour aller encore plus loin. Mais c'est vrai que vraiment tout l'objectif, c'est que les équipes soient le plus autonomes possible. Également, je pense que vous en avez parlé ce matin, dans les do and don't, avoir des focus spécifiques pour l'inclusion et l'accessibilité. Ça permet de rapidement intégrer les notions, même pour des personnes juniors sur le domaine de l'accessibilité. Si on dit à une personne, en accessibilité, on fait ça et pas ça, voilà, elle va pouvoir l'appliquer finalement sans trop se poser de questions, mais au moins elle sait, elle a l'astuce, elle a la façon de faire directement intégrée avec le composant finalement, avec l'utilisation globale du composant. Donc c'est là, Benoît, je ne sais pas si ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. À vous de me dire. Et enfin, évidemment, expliquer les bons usages, notamment en modélisant tous les aspects collaboratifs, comme par exemple la façon d'intégrer les contenus ou les développements. Et d'axer un petit peu tout ça sur l'accessibilité, ça permet de s'assurer donc de bien faire les choses. Donc, je ne sais pas, Benoît, est-ce que vous pouvez me dire si c'est en lien, tout ce que je viens de dire, avec ce à quoi vous avez pensé, ou est-ce que c'était une autre idée que vous avez eue? Il avait complété un petit peu en disant que c'était une sous-tâche de la tâche principale. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est de l'intégrer directement aux tâches, finalement, et pas que ce soit quelque chose, entre guillemets, en plus. Parce que si c'est quelque chose en plus, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut devenir de la contrainte. Donc,
plus on intègre ça dès le début, c'est toujours pareil, hein, plus on l'intègre dès le début et directement dans la tâche principale, dans le composant directement, moins ça paraît être une contrainte et plus c'est naturel finalement de l'intégrer. Je vois que le temps file, donc je passe à la question suivante. Mon design system intègre donc plein d'inclusions. Mes interfaces seront forcément inclusives. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bof, parce que les composants en eux-mêmes doivent être inclusifs, c'est vrai, mais comment ils sont organisés entre eux aussi, la communication entre eux, ça fait partie aussi de l'inclusivité, donc il faut faire attention à leur organisation en plus que qu'ils soient Génial. individuellement inclusifs, quoi. Bien vu, très très bien vu. Effectivement, attention, vraiment, 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 il faut faire extrêmement attention. Le fait de rendre son design system accessible, les composants de son design system accessibles, ne va pas faire que vous aurez des interfaces accessibles. C'est une première marche, mais ce n'est absolument pas une finalité. Ce n'est donc pas parce qu'on intègre les règles d'accessibilité dans nos design systems que nos interfaces seront toutes réellement accessibles au final. Et donc, vous allez me dire, mais pourquoi cette limite? Donc, effectivement, la première des limites, c'est que les équipes n'ont pas l'obligation déjà de suivre le design system. Ce n'est qu'un ensemble de conseils. Donc, si elles ont envie, ces équipes de production, de faire autrement, elles le peuvent tout à fait. Et elles peuvent notamment trouver plus opportun de faire différemment selon leur contexte. Parce que tout est question de contexte sur nos interfaces, et donc peut-être que dans certains contextes, ce ne sera pas toujours pertinent ce qu'on propose en termes de composants. Même si on essaye de couvrir la majorité des contextes qu'on va retrouver dans nos structures, dans nos entreprises, etc., y a des contextes que malheureusement, on ne peut pas toujours anticiper. Également, chaque composant ne s'imbrique pas toujours bien avec les autres. Et il est indispensable de vérifier l'ensemble du puzzle et donc l'ensemble de l'interface. On ne peut pas, c'est exactement ce que tu disais à l'instant, c'est qu'on ne peut pas présumer de comment les composants vont s'imbriquer les uns avec les autres. Donc c'est important de vérifier la cohérence de l'ensemble. Et enfin, le design system n'est pas exhaustif. Évidemment, les équipes de conception peuvent avoir besoin de créer de nouveaux composants. Donc, ces nouveaux composants qu'elles vont créer, il est évident qu'ils ne seront pas de fait accessibles. Il faudra aller les vérifier. Il faudra aller voir est-ce que oui, ils sont accessibles, est-ce que oui, ils sont inclusifs. Comment s'assurer que mes interfaces seront accessibles? Évidemment, donc la première chose va être d'intégrer l'accessibilité à son design system. Au cas où vous ne l'aviez pas compris, je le redis. Faire également un audit d'accessibilité sur notre design system pour s'assurer que tous les éléments déjà de base sont accessibles avant de les intégrer. Faire également des audits d'accessibilité de nos interfaces au global. C'est ce qu'on disait, vérifier la cohérence de l'ensemble, vérifier que tout est bien accessible. Également faire des tests utilisateurs avec un panel d'utilisateurs varié, diversifié. Évidemment, quand vous faites des tests utilisateurs, j'espère que maintenant ça va faire partie de vos réflexes que de faire vos tests utilisateurs avec des personnes en situation de handicap dans différentes situations de handicap. Et enfin, proposer aux utilisateurs des fonctionnalités pour faire des feedbacks via différents canaux, que ce soit les mails, le téléphone, des canaux de chat, etc. etc. Si... ça, c'est une anecdote qu'on raconte souvent, mais il y a beaucoup de gens en accessibilité qui nous disent « Oui, mais bon, moi, je pense que jusque-là, je suis accessible puisque je n'ai aucun retour de mes utilisateurs. » Alors, très souvent, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de canal pour pouvoir faire des retours quand on est un utilisateur. Et quand on met en place des canaux pour que nos utilisateurs puissent faire des retours, et bien là, on se rend compte qu'on a tout un tas de retours autour de l'accessibilité. Et c'est important que ces canaux pour les feedbacks soient multiples, donc mail, téléphone, chat, etc.
Parce que, typiquement, s'il y a certaines personnes qui vont être plus à l'aise avec les mails, d'autres avec le téléphone, d'autres avec les chats, etc. Et parfois, certaines de ces fonctionnalités, vos utilisateurs, ils ne pourront tout simplement pas y accéder. Si votre utilisateur ne peut pas, si votre utilisateur, par exemple, avec une synthèse vocale, ne peut pas accéder au bouton qui permet d'envoyer un mail ou d'envoyer un formulaire de retour pour les feedbacks, eh bien, il ne pourra pas vous faire son retour. Donc, j'ai déjà rencontré ça aussi, que le moyen pour faire des feedbacks n'était pas lui-même accessible. Voilà, donc c'est important de bien vérifier tout ça. Et là, on pourrait se dire, c'est bien, on est exhaustif, on a vu plein de choses. Est-ce que d'après vous, on pourrait tenter d'aller plus loin? Est-ce qu'il y aurait d'autres pistes que vous pensez qu'on pourrait explorer pour faire en sorte d'être encore plus inclusif et encore plus accessible? On peut faire des tests Ouais. avec des personnes en situation de handicap. Ouais, complètement. Des tests utilisateurs, une fois que notre design system, on le pense accessible, une fois qu'on l'a vérifié, on a audité les sites, c'est hyper important de faire des tests utilisateurs parce que, en fait, effectivement, on va se rendre compte que c'est pas parce qu'on respecte les règles d'accessibilité que on va être agréable à utiliser, que notre interface va être agréable à utiliser, que notre expérience utilisateur va être bonne. L'accessibilité, ça permet déjà, alors c'est déjà énorme, mais ça permet de débloquer finalement des situations qui sont totalement bloquantes pour certains utilisateurs. C'est pas pour ça qu'on rend l'expérience utilisateur des personnes en situation de handicap réellement bonne, réellement fluide. Donc, les tests utilisateurs, effectivement, vont nous permettre d'avoir une meilleure expérience utilisateur aussi pour les personnes en situation de handicap. Du coup, il existe des panels ou des gens qui donnent accès à des panels de personnes en situation de handicap? Tout à fait. Il y a des entreprises qui sont spécialisées pour faire ce type de panel. Après, vous pouvez aussi tout à fait contacter, par exemple, des associations ou des ESAT, par exemple, tout ce qui est entreprise adaptée, etc. Et très souvent, ils seront ravis de venir vous donner leur avis, encore plus que d'autres utilisateurs. On sait que souvent, les utilisateurs, ils aiment bien vous donner leur avis. Mais là, encore plus parce que, effectivement, très souvent, ils sont confrontés à des gros problèmes. Donc, donc ouais, il ne faut pas hésiter. Et donc, effectivement, pour essayer d'aller plus loin, pour être encore et toujours plus inclusif, donc là, il va être nécessaire d'être attentif notamment au contexte de votre utilisateur. On en a parlé au tout début, c'est rigolo parce que c'était l'ouverture pour moi. Mais je ne sais plus laquelle d'entre vous en a parlé au tout début, mais c'était effectivement l'exemple d'être attentif au contexte, notamment des salariés, par exemple, sur quel navigateur ils vont être et sur quelle taille d'écran, par exemple, ils vont être. C'était l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec les salariés de la Maïf, par exemple, qui sont tous sur IE6. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important à prendre en compte parce que si on ne se met pas dans le contexte de nos utilisateurs, c'est toujours pareil, on va passer à côté. Également, il faut être attentif à toutes les utilisations de vos équipes de conception, en faisant évidemment attention à ne pas dépendre que d'un outil. Peut-être que dans certaines de vos équipes, certains vont utiliser Sketch, alors que d'autres vont utiliser Figma. Bon, si on n'a prévu qu'un des deux, ça va être plus compliqué pour toute une partie de nos équipes. Et évidemment, soyez attentifs à ce que votre design system soit lui aussi accessible. Tout simplement parce que vous pouvez avoir des personnes en situation de handicap dans vos équipes. Donc, ce serait dommage finalement que ces personnes-là n'aient pas accès, ne puissent pas utiliser votre design system. Donc, voilà, c'est un point, c'est tout bête, mais très souvent, on lit bien, le cordonnier est le plus mal chaussé. Et donc, nos outils, très souvent, manquent d'accessibilité et manquent d'inclusion.